Bonjour et bienvenue dans ce décryptage. Aujourd'hui, on plonge directement dans une affaire assez hallucinante. Finalement, cette période-là aurait dû être réexaminée et investiguée. Or, à la place de ça, on voit que le pouvoir s'est raidi et a encore mis les deux mains sur la cocotte minute. Donc, le principe, c'est quand la cocotte minute, on ne l'ouvre jamais, elle finit par exploser. Et on est complètement sorti de la démocratie. Mais en fait, quand on prend les citations du pouvoir de bout en bout, comme tu en as rappelé certaines, c'est officiellement assumé par le pouvoir voilà, et c'en est fini de la démocratie. Donc aujourd'hui, tu ne peux même pas louer dans des propriétés privées. Donc il y a plus de propriété privée, il y a plus de liberté d'expression, il y a plus de démocratie. Enfin, je veux dire, c'est assez clair et c'est assez assumé finalement par le pouvoir. Il se trouve que c'est quoi les autorités françaises? C'est aussi l'Élysée. Or, Xavier Niel a été une des bonnes fées qui s'est penchée sur le berceau d'Emmanuel Macron, puisque en fait, il l'a connu au moment d'ailleurs du rachat du Monde, puisque une fois dans une interview à Europe 1, il avait révélé, c'était une gaffe parce que c'était pas censé être officiel, que en fait Macron était son complice lors du rachat du Monde, alors que Macron était banquier chez Rothschild. Mais en même temps, Macron conseillait la partie adverse, c'est-à-dire la proposition de rachat de Prisa qui était portée par Alain Minc, tout en conseillant les journalistes du Monde qui, eux, ne voulaient pas de l'offre d'Alain Minc. Donc, en fait, il était des trois côtés du deal. Enfin, voilà. Et ensuite, surtout, Xavier Niel a présenté Michel Marchand à Emmanuel Macron. Michel Marchand, qui est la papesse de la presse people et des paparazzi, et qui a été chargé de maquiller la véritable histoire de Brigitte et Emmanuel Macron, qui est pour le coup une affaire de pédocriminalité caractérisée. C'est même sur Wikipédia en français. C'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle un détournement de mineur, puisqu'il a été établi que Emmanuel Macron, lors de la rencontre, avait pour le coup 14 ans et que pour le coup, la relation est avérée. D'ailleurs, dans leur plainte que les Macron ont déposé aux États-Unis contre Candace Owens, ils vont même plus loin puisqu'ils admettent que c'était 13 ans. Enfin bref, donc Xavier Niel a contribué à maquiller auprès du public français la véritable histoire des Macron, notamment sur le plan de la pédocriminalité. Donc il héberge via ses serveurs la moitié du trafic de fichiers pédopornographiques au niveau mondial. C'est lui qui a couvert en présentant les Macron à Michel Marchand la véritable histoire de leur couple. Michel Marchand, qu'il connaît depuis le début des années 2000, puisque à l'époque, Michel Marchand avait été incarcéré ainsi que Xavier Niel. Alors Michel Marchand, c'était dans l'affaire de la caisse noire de Voici et Xavier Niel, c'était pour une affaire de proxénétisme aggravé. Donc en fait, ils avaient la même avocate qui s'appelait Caroline Tauby et c'est de cette relation qu'était née en fait ce qu'on a appelé la légende du couple présidentiel français. Voilà, donc tout ça pour dire que évidemment, ces gens-là qui n'ont pas les mains propres, hein, comme on dit en Afrique, pour monter au cocotier, il faut avoir les fesses propres. Donc, évidemment, ils renversent, comme d'habitude, le stigmate, c'est-à-dire que c'est une inversion accusatoire, et ils font, via leurs médias, de Guillaume Pley un pédophile, ce qui n'est a priori évidemment pas, pour cacher effectivement que eux sont trempés là-dedans jusqu'au cou. Alors sur Media One, donc tu as bien fait de rappeler que c'était effectivement parce que c'est des fonds publics. C'est-à-dire que si c'est eux qui fournissent les productions à France Télévisions, c'est-à-dire que c'est de l'argent public. C'est-à-dire que pour le dire clairement, c'est nous qui payons. Hein. C'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, c'est du public privé. C'est-à-dire qu'en fait, c'est du public, mais les profits sont privatisés quand même. Et donc les trois actionnaires sont donc Pierre-Antoine Capton, Mathieu Pigasse et Xavier Niel. Et le personnage clé, c'est quand même Xavier Niel des trois, puisqu'en fait, Media One est contrôlé par un gros fonds américain C'est ça. qui s'appelle KKR. KKR, c'est intéressant parce que KKR,
c'est ce qu'on appelle du private equity, c'est du capital investissement. Et le patron de KKR a fait monter Xavier Niel au conseil d'administration de KKR, c'est-à-dire la maison mère. C'est un énorme fonds capital investissement new-yorkais. Donc le président s'appelle Henri Kravis, hein, et Henri Kravis est l'époux d'une économiste québécoise qui s'appelle Marie-Josée Drouin et qui préside ce qu'on appelle le steering committee du groupe Bilderberg. Or, les Kravis sont aussi des bonnes fées qui sont penchées sur le berceau d'Emmanuel Macron, puisque pendant son stage, un de ses stages, quand il était à la banque Rothschild, Macron avait connu les Kravis et les Kravis sont devenus des protecteurs d'Emmanuel Macron. Or, qu'est-ce qu'on retrouve dans la documentation de l'affaire Epstein? Évidemment, on retrouve Henri Kravis. Voilà, donc la boucle est bouclée. Donc on voit bien que c'est cette mafia, ce qu'on appelle aujourd'hui l'hyperclasse Epstein, qui dont je dirais le ciment, l'huile dans le moteur est en fait la pédocriminalité, qui va s'acharner sur une étoile montante des médias, qui a refusé l'offre qu'il ne pouvait pas refuser, comme on dit dans la mafia, hein, the offer that he can't refuse. Donc il a refusé cette offre qu'il ne pouvait pas refuser. Et donc, on est allé soudoyer, on est allé fouiller dans sa vie, on est allé retrouver des anciennes relations d'il y a 15 ans, et on a retrouvé un texto, et d'un œuf, on a fait un bœuf, et ces gens-là, dont comment dirais-je, tout ce qui les tient entre eux, hein, c'est vraiment leur ciment et la pédocriminalité, et vont le désigner, lui, comme un pédocriminel. Et donc, en fait, on a à travers l'exemple de la cabale contre Guillaume Pley, comment dirais-je, un exemple effectivement de fonctionnement de ce système avec quelque chose qui est très laid, puisque le public, ne comprenant pas forcément tous ces mécanismes, va dire regardez, Pley c'est un salaud et c'est bien fait pour lui, il est qu'à pas recevoir le gars du Mossad. En gros, c'est ça qu'on lit sur les réseaux sociaux. Et donc en fait, il est jeté en pâture à la vindicte populaire, avec en même temps ce côté très français, c'est-à-dire que dès que quelqu'un réussit quelque chose, hein, on est depuis la Révolution française, on est quand même un vrai pays de coupeurs de tête, c'est-à-dire que dès que quelqu'un réussit quelque chose, le meilleur, lui c'est devenu le podcast numéro 1 d'interview en France. Après on peut juger son travail, mais c'est le numéro 1. Et on lui coupe la tête, comme toi tu es devenu à un moment donné le plus grand humoriste de ta génération, ça a été admis par tous. Et il faut te couper la tête, et c'est exactement comme ça que fonctionne le système en France en particulier. Moi, j'aimerais connaître, je ne sais pas si tu es informé, mais le lien entre Niel et Rothschild. Est-ce qu'il existe? Est-ce qu'il est, comment dire, documenté? Le lien entre Niel et Rothschild, c'est évidemment Macron. C'est-à-dire que en fait, il y a quand même la création de ce personnage, et il y a cette imbrication. De toute façon, Xavier Niel est une personnalité, je dirais, de l'état profond. Il est tenu. Il faut savoir qu'il avait été recruté à l'époque à la DST pour des systèmes d'interception de télécommunications. Donc c'est quelqu'un qui est tenu. Puis en plus, Free avait été créé en liaison avec un banquier de la BNP, je crois qu'il connaissait de la rue Saint-Denis. Enfin, si vous voulez, Xavier Niel, il traîne vraiment une réputation de proxo. C'est-à-dire que même dans son rôle vis-à-vis de la tech, c'est-à-dire toutes les personnalités de la Silicon Valley, il a une réputation d'être celui qui va les présenter aux filles quand ils vont visiter Paris. Alors là, la légende officielle, c'est qu'il en fait, il adore les catacombes et qu'il les promène dans les catacombes. Enfin bon, ça c'est ce qu'on raconte dans la presse, quoi. Mais la réalité est tout autre. Donc là, oui, la connexion manifeste entre les Rothschild et Niel, c'est évidemment le parcours d'Emmanuel Macron, et c'est en fait cet écosystème, hein, c'est ce qu'on appelle l'hyperclasse Epstein, c'est-à-dire, je me répète, mais c'est important de le comprendre, c'est cette communauté d'intérêts de personnes qui, à un moment donné, ont pensé pouvoir réaliser le nouvel ordre mondial et diriger le monde, et qui sont tous tenus par des affaires de mœurs, et en particulier de la pédocriminalité, puisque, je le redis, Xavier Niel héberge sur ses serveurs Free la moitié du trafic de fichiers pédopornographiques. Enfin, je veux dire, c'est français. Que font les autorités françaises? Est-ce qu'il y a eu une perquisition
chez Free pour aller pour démanteler ça. Et systématiquement dans les affaires de pédopornographie, les autorités américaines sollicitent les autorités françaises et n'ont pas de retour. C'est comme ça qu'on en arrive à l'affaire Liana. Voilà, donc c'est exactement ça. Et Emmanuel Macron, lui, par son parcours et par son histoire intime, incarne également ça. Et donc, si vous voulez, vous êtes dans cette communauté, d'intérêts qui aujourd'hui est assaillie, puisqu'on voit bien que ça bouge quand même beaucoup aux États-Unis, que le monde se détourne en fait de ce système. Que ce soit les Chinois, les Indiens, effectivement l'Afrique, puisque je voyais que le Burkina Faso avait rompu ses relations diplomatiques avec la France, en Amérique du Sud. Enfin, le monde se détourne de ce système. Le monde est en train de leur échapper, et du coup, ils se radicalisent. D'où cette volonté ferme de prendre le pouvoir sur les gens, puisqu'effectivement, on voyait bien que c'était pas quelqu'un qui Guillaume Pley n'est pas quelqu'un qui a une vocation, je dirais, d'opposant politique. Comme je disais, c'était davantage une sorte de Drucker, quoi. C'est-à-dire que c'était des interviews que d'aucuns qualifieraient de complaisants. Il était là pour mettre en valeur son invité et pas, à l'exception de Dieudonné, mais il n'était pas là pour apporter la contradiction. Mais c'est pas assez. Il faut tout verrouiller et il faut absolument tout contrôler. Et d'ailleurs, c'est un message qu'on peut envoyer à beaucoup de gens, puisque Guillaume Pley de ma génération, c'est que beaucoup de gens dans ma génération sont assez, comment dirais-je, bons élèves. Veulent pas faire de vagues, etc. Et là, on voit bien qu'il avait d'ailleurs reçu le directeur du Mossad un peu pour donner le change, et que finalement, ça n'a servi à rien. Ça sert à rien d'essayer de plaire. De toute façon, si vous n'êtes pas sous leur contrôle à 100%, ils ne vous lâcheront pas. Alors, si vous échappez à leur contrôle, ils vous lâchent pas non plus avec évidemment souvent des, comment dirais-je, le fisc. Alors, bon, Dieudonné, c'est l'exemple ultime. Effectivement, ensuite, il y a tout un tas d'arsenal et ils vous lâchent jamais. Mais voilà. Donc, en fait, il faut aussi interpréter ces signaux-là comme des signaux de faiblesse d'un système qui effectivement est en train de collapser, puisqu'on voit bien sur tous les plans que tout vient dans l'entonnoir. L'élection présidentielle en France, les midterms aux États-Unis, la guerre en Ukraine, etc. Et qu'un nouveau monde est en train d'apparaître. Alors en France, on s'en aperçoit pas parce qu'on est vraiment sous cloche. C'est-à-dire Paris est devenu le Fort Alamo de ce pouvoir-là. D'ailleurs, je parlais d'Henri Kravis, qui est en fait le N+1 de Xavier Niel, Henri Kravis, qui lui-même est lié à Epstein, etc., et qui lui-même est une des bonnes fées qui s'est penchée sur, et habite aujourd'hui à Paris. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit bien que quand Polanski a quitté les États-Unis, il s'est réfugié à Paris. On voit bien que Woody Allen passe son temps à Paris. On voit bien que Jeffrey Epstein, quand il a été arrêté, il revenait de Paris. Donc, s'il était à Paris et qu'il était recherché par les autorités américaines, c'est qu'il se sentait protégé. Et qui était à l'Élysée à ce moment-là? C'était Emmanuel Macron, etc. Ghislaine Maxwell, quand elle a fait sa cavale à partir de l'été 2019, elle s'est rendue en France. Voilà. Donc il faut bien comprendre cette réalité à laquelle on est. Et Dieudonné, au moment où, je le redis, le couvercle aurait dû s'ouvrir après la révélation de ces mails de Jeffrey Epstein te concernant, eh bien, on voit que le pouvoir s'est encore radicalisé. C'est-à-dire que dans un pays, si on est en démocratie, il y a des articles dans la presse, il y a des journalistes qui vont investiguer ce qui s'est vraiment passé pendant cet hiver 2013-2014, entre le moment où Ariane de Rothschild envoie ce mail à Jeffrey Epstein, le moment où Manuel Valls organise l'interdiction des spectacles, le moment où le Conseil d'État valide avec Bernard Stirn l'interdiction des spectacles, et normal. Voilà, donc en plus, au moment où les mails de Jeffrey Epstein ont révélé cette interaction entre Jeffrey Epstein et Ariel de Rothschild, qui est survenue quelques jours avant comment on appelle ça, l'arrêté du Conseil d'État, et puis le début de l'accélération
de cette vague de répression. Donc normalement, ça aurait dû ouvrir le couvercle et la presse aurait dû couvrir ça, c'est-à-dire revenir sur les événements de 2014, les réanalyser à l'aune de l'affaire Epstein, de cette interaction, de comprendre comment fonctionne le pouvoir, c'est-à-dire on a cette hiérarchie du pouvoir, c'est-à-dire Rothschild, Epstein, et ensuite Stirn au Conseil d'État, et puis Manuel Valls en dessous, d'ailleurs qui a complètement disparu depuis son divorce avec Anne Gravoin, qui était son épouse par laquelle il était éternellement lié à Israël. D'ailleurs, depuis qu'il est plus avec Anne Gravoin, on ne sait plus où il est passé, donc il a disparu. Donc ce sont des hommes politiques jetables qui sont aux ordres d'un pouvoir occulte, et ce pouvoir étant de moins en moins occulte et étant en train de s'effondrer, il se radicalise, d'où les événements qui t'arrivent. Et bon, le sujet pour lequel tu m'as gentiment invité, c'est l'affaire Guillaume Pley, qui est d'ailleurs pas étranger, puisqu'en fait Guillaume Pley, c'est cet intervieweur que tout le monde connaît, puisque c'est devenu le premier intervieweur de France, et qui fait des interviews assez complaisantes, un peu sur le modèle Michel Drucker, mais en jeune, et sur YouTube, et ça marche bien. Mais je pense qu'une de ses fautes, et ce qui explique en partie la cabale dont il est victime aujourd'hui, c'est que il t'a reçu sur sa chaîne. Alors évidemment, il explique que c'est dans le cadre d'un droit de réponse, comme pour s'en dédouaner, mais il faut dire que quand on va sur la chaîne Légende, on voit bien que tu es une des plus, sinon la plus grosse audience en dehors du type qui fait des autopsies là. Mais sinon, tu es devant Nicolas Sarkozy, devant Mathieu Pigasse, et devant tout un tas de gens de ce système. Et ce qui a dû, je dirais, contribuer à la cabale médiatique dont est aujourd'hui victime Guillaume Pley, puisque, comme tu l'as rappelé, la limite à la liberté d'expression, c'est Dieudonné. Voilà les amis, nous sommes parvenus au thème de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'était le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager, abonnez-vous à ma chaîne et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes prochaines publications. On se donne rendez-vous à la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Bye. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Vos avis en commentaire. À bientôt.